Elle s'appelle syndrome de Wiskott-Aldrich, myopathie myotubulaire, maladie de Crigler-Najjar ou encore dystrophie des ceintures AFKRP. Autant de maladies qui ont vu des innovations majeures dans leur traitement grâce au travail de notre invitée et de ses équipes. Elle est aujourd'hui à la tête de l'accélérateur de recherche technologique en thérapie génomique, ART-TG, une structure de l'INSERM entièrement dédiée à l'innovation et à l'accélération du passage en clinique pour les thérapies géniques avec un focus sur les maladies fréquentes. Voici Anne Galli, directrice de recherche donc à l'INSERM, qui échange tout de suite avec Olivier Hertel, journaliste au Point, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Bonjour Anne, je pense qu'on peut commencer cette petite discussion par une explication en fait, des thérapies géniques. Qu'est-ce que c'est ? Comment on les définit ? Bonjour à tous, merci. Thérapie génique, effectivement, c'est une approche relativement nouvelle, médicinale, qui consiste donc à traiter des maladies grâce à ce qu'on appelle très simplement des gènes médicaments. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une approche dans laquelle on va utiliser des morceaux de gènes, des séquences d'ADN ou d'ARN pour aller agir spécifiquement sur un gène, et avoir l'effet spécifique thérapeutique escompté. Donc ça se distingue évidemment de l'approche classique pharmacologique qu'on utilise avec des médicaments d'origine chimique, voire même des anticorps monoclonaux, parce que là, en fait, on a sur des médicaments qui sont plutôt des produits biologiques assez complexes, à fabriquer et à tester, voire même des cellules des patients qui sont génétiquement modifiées. Donc voilà, on est sur des choses très très innovantes en thérapie génique. On est dans le cas où un patient a un gène qui est muté, déficitaire, qui est la source de la maladie. L'idée, c'est de le remplacer par un gène fonctionnel qui permet de régler le problème, quoi. Alors, la thérapie génique peut faire plein de choses, effectivement. Elle peut amener un gène pour remplacer un gène défectueux dans le cas d'une maladie génétique. On peut également rapporter un gène pour conférer une propriété nouvelle à des cellules. C'est le cas de l'immunothérapie avec des fameuses CAR T-cells. Mais on peut également avoir envie, dans certaines maladies, qui sont par exemple des maladies dominantes, de pouvoir éteindre un gène maléfique, on va dire, ou de le réguler, ou de changer son niveau d'expression. Donc en fait, c'est des stratégies d'approche sur le génome ou sur les gènes qui peuvent être très très différentes, voire même utiliser des ARN pour pouvoir éteindre l'expression d'un gène, par exemple. D'accord. Donc en gros, l'idée, c'est de faire en sorte que le génome refonctionne normalement. C'est-à-dire soit il exprime trop un gène, soit pas assez, soit pas du tout, soit pas le bon. Voilà. Et donc il faut corriger tout ça. Où il y a des copies supplémentaires d'un gène dont on ne veut pas et qu'on veut effectivement éliminer. Voilà, c'est tout ce que peut faire la thérapie génique. Ce qui veut dire qu'on a donc du coup des stratégies différentes, des besoins d'outils différents, parce que c'est très différent d'apporter une copie d'un gène normal que d'aller exciser quelque chose pour l'enlever de façon sécurisée d'ailleurs dans les cellules. Donc du coup, on a une boîte à outils très très diversifiée dans le domaine de la thérapie génique. Alors, on peut parler peut-être soit à travers des exemples, soit à travers la technique elle-même, des différentes techniques de thérapie génique, qu'on comprenne un petit peu ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors déjà, peut-être on pourrait rappeler que la thérapie génique, ça s'applique actuellement dans quand même deux grands domaines principaux. Le domaine des maladies génétiques, surtout monogéniques. Et, monogénique, ça veut dire que la maladie est contrôlée par un seul gène. Voilà, elle est causée par un seul gène identifié. Et ou le cancer, où justement là on a des approches plutôt d'immunothérapie. Alors les exemples qui ont été cités dans l'introduction étaient toutes des maladies monogéniques, justement, qui peuvent d'ailleurs toutes donner des exemples différents de thérapie génique. On a en gros des approches qu'on appelle in vivo, c'est-à-dire qu'en fait, le produit de thérapie génique est injecté directement au patient. C'est le cas, par exemple, de ces petits vecteurs viraux qu'on appelle des vecteurs adéno-associés, ou AAV, qu'on a utilisés, par exemple, pour traiter Crigler-Najjar ou pour traiter de la myopathie myotubulaire ou les dystrophies des ceintures. Ça, c'est des approches qui ont été développées à Généton, par exemple, dans le laboratoire dans lequel j'étais. Ça, ce sont des maladies rares, c'est ça ? C'est des maladies rares, effectivement, qui donc ont besoin d'une approche systémique. C'est-à-dire, on va essayer de traiter le foie entier, les muscles, tout entier. Donc, en fait, un organe en particulier qui est concerné et on essaye de traiter tout l'organe. Exactement. Donc, on injecte le produit par voie intraveineuse et il va, on l'espère, aller dans l'organe désiré. Et puis, il y a les approches qu'on appelle ex vivo. C'est les approches, par exemple, qu'on a utilisées pour traiter les déficits immunitaires. Vous avez tous entendu parler des bébés bulles qui avaient été traités, d'ailleurs, qui sont les premiers succès de thérapie génique dans les années 2000, et qui consistaient à prendre les cellules souches sanguines de ces petits patients, de les modifier génétiquement pour leur apporter le gène qui manquait et de les réinjecter ensuite chez le patient. Donc ça, on l'a fait effectivement sur plusieurs déficits immunitaires plus ou moins complexes ou sur des maladies des globules rouges ou enfin des maladies en fait des cellules souches. Donc ça, c'est une approche effectivement qu'on appelle ex vivo. Alors on comprend bien que l'approche ex vivo, elle ne peut pas servir à traiter
beaucoup de choses en thérapie génique, hormis les maladies sanguines, les maladies du système immunitaire, ou alors voir peut-être quand même utiliser ces cellules-là pour apporter effectivement un enzyme qui manque d'une façon un peu indirecte. C'est le cas de certaines maladies neurodégénératives. On a des succès extraordinaires dans certaines maladies, comme par exemple la leucodystrophie métachromatique, où en fait on va prendre des cellules souches sanguines, leur faire exprimer des quantités très élevées d'une enzyme, par exemple l'aryl sulfatase. On réinjecte ces cellules qui vont ensuite donner naissance à des monocytes qui vont devenir la microglie du cerveau. Et en rentrant dans le cerveau, ces cellules vont produire l'enzyme qui va protéger les neurones. Donc, voilà, c'est des approches avec lesquelles on peut utiliser des cellules souches sanguines. On comprenne bien, on sort les cellules du patient, voilà. On les modifie génétiquement au laboratoire et on les réinjecte et après elles retrouvent entre guillemets leur fonction. Elles retrouvent leur niche hématopoïétique. Voilà, et donc elles retrouvent une activité normale. Je reviens sur le in vivo. Il y a une chose qui est intéressante, vous disiez. Comment on introduit en fait le gène d'intérêt? Vous parliez d'un virus, donc oui. Peut-être on va rassurer les gens sur ce virus. Non, effectivement, une grosse difficulté en thérapie génique, c'est d'amener le matériel génétique au sein des cellules qu'on veut corriger. Alors, naturellement, l'ADN, il est chargé négativement. Les cellules ont une membrane qui a une charge négative, donc les deux se répulsent et ça ne marche pas. Donc, pendant de nombreuses années, les gens ont essayé de trouver des systèmes pour pouvoir faire rentrer l'ADN dans les cellules. Et finalement, le plus efficace, c'est le cheval de Troie, c'est-à-dire c'est le petit virus, parce que les virus sont des objets qui ont exploité en fait de manière extraordinaire, pour transférer leur génome, le génome viral, ils exploitent en fait la machinerie d'une cellule. Donc, ils doivent rentrer dans une cellule pour pouvoir utiliser les composants cellulaires pour pouvoir se répliquer. Alors, une fois qu'on a compris tout ça, effectivement, on peut tout décortiquer, utiliser ce qu'on appelle effectivement la biologie moléculaire pour faire des objets recombinants, où on prend un élément de l'un, un élément de l'autre, et on reconstitue une particule qui ressemble à un virus, qui en a par exemple la petite coque extérieure, ce qu'on appelle par exemple la capside, qui va lui permettre de protéger l'ADN qu'on met au milieu. Et surtout, la capside, elle a des petits déterminants qui vont aller la diriger vers un tissu plutôt qu'un autre, parce qu'elle va rentrer dans les cellules. C'est comme ça qu'on va pouvoir choisir l'organe. C'est comme ça, voilà, qu'on peut diriger, qu'on met donc le cargo thérapeutique à l'intérieur de ce virus et qu'on l'emmène dans les cellules. Alors évidemment, c'est des virus recombinants inactivés qui ne se répliquent pas et qui n'ont pas de pouvoir pathogénique. Donc ça demande toute une science qu'on appelle la vectorologie pour passer d'un virus à un vecteur de thérapie génique. Transporteur de gènes, en fait. Exactement. Et donc aujourd'hui, en thérapie génique, alors il y a eu plusieurs générations, plusieurs types de virus qui ont été utilisés. Certains qui ont montré des effets indésirables tout à fait inacceptables. Je prends l'exemple par exemple de l'adénovirus qui était très intéressant il y a 20-30 ans parce qu'il avait un gros cargo, on pouvait mettre des grands gènes dedans. Malheureusement, il est très immunogène et tout le monde sait effectivement qu'on a utilisé des adénovirus pour faire des vaccins contre le Covid. Et malheureusement, pour faire du transfert de gènes, c'est un problème. Et, pour le vaccin, c'est un bon vecteur. Exactement. Pour la thérapie génique, c'est pas un bon vecteur. Parce qu'il déclenche des réactions Donc, on est passé sur un adéno associé, qui est un virus tout petit, qui est très particulier. Il est tout petit d'ailleurs parce qu'il dépend d'un autre virus pour se répliquer et qui fait 26 nanomètres, qui est tout petit, qui circule de partout et qui n'est pas inflammatoire et du coup qui est utilisé beaucoup maintenant en thérapie génique pour faire de l'in vivo. On parlait aussi des contraintes de l'in vivo. Est-ce qu'il y a des contraintes particulières Oui, ce n'est pas évidemment très facile d'administrer des vecteurs de thérapie génique in vivo. Il faut justement que ça ne déclenche pas de réponse immune. Alors malheureusement, par contre, effectivement, sur certains types de vecteurs comme les AAV, une grande partie de la population, en fonction de ces sérotypes d'AAV, nous sommes tous plus ou moins déjà immunisés par des adénovirus associés naturels qu'on rencontre quand on s'infecte naturellement. Donc il y a une certaine séroprévalence qui fait que certains individus ne peuvent pas recevoir certains types de thérapie génique. Donc ça, c'est un premier problème. Après, effectivement, quand on va administrer le produit de thérapie génique, on peut déclencher encore des réponses et faire en sorte qu'on ne peut pas ensuite redoser. Donc la thérapie génique, dans beaucoup de cas, s'envisage comme une administration unique et elle devrait faire le job en une seule fois. Et ça, c'est important, on le verra tout à l'heure, notamment pour les questions de coût de ces médicaments qui peuvent être importants, mais on en reparlera tout à l'heure. Je veux bien qu'on revienne maintenant sur le ex vivo. Donc là, je rappelle, on sort
les cellules entre guillemets malades du patient, on les modifie en laboratoire et on les réinjecte. Là, il y a aujourd'hui, on peut parler d'une révolution dans le domaine du cancer. Ouais. C'est les fameux CAR-T-cells. Est-ce qu'on peut expliquer comment ça marche? Est-ce que je peux me permettre de revenir un tout petit peu en arrière, parce qu'on a parlé des réponses immunes qui étaient problématiques in vivo, mais il y a d'autres problèmes. Et en fait, un des gros problèmes de l'in vivo, c'est quand même les doses nécessaires pour pouvoir traiter les patients qui peuvent aussi avoir de la toxicité. Donc l'ex vivo, manipuler des cellules ex vivo permet déjà de descendre la dose de vecteur, parce qu'on a moins de cellules, et du coup d'avoir un effet que sur les cellules qu'on veut traiter. Donc ça, c'est aussi quand même un énorme avantage. In vivo, il en faut beaucoup parce il va y avoir beaucoup de pertes aussi, c'est ça? Alors, il y a beaucoup de pertes, effectivement. Juste pour vous donner une idée, par exemple, pour le traitement des maladies neuromusculaires, actuellement, sur les maladies, je sais pas, on est sur des doses de 100 000 milliards de particules par kilo. On est sur du 10-14 par kilo, c'est énorme. Et ça veut dire qu'effectivement, non seulement il faut les produire, hein, c'est un grand défi, mais derrière, on est obligé d'en faire beaucoup pour s'assurer qu'au moins une partie va rentrer dans le muscle. Donc une grosse partie va dans le foie, avec potentiellement de la toxicité ou ailleurs. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler pour améliorer en fait la spécificité des vecteurs et éviter cette perte en fait. Une grosse partie qui est éliminée, voilà, ou qui peut être toxique. C'est vrai. Tout à fait. Donc l'ex vivo permet quand même en partie d'éviter ce problème, dans la mesure où on a besoin de beaucoup moins de particules du coup à mettre sur les cellules qu'on veut modifier. Et puis du coup, une fois qu'on les a modifiées, on va pouvoir les laver, voire même les congeler pour pouvoir les contrôler et vérifier que tout est bien avant de les réinjecter au patient. Donc on ne va pas réinjecter de particules virales, par exemple, non nécessaires. Toutes les particules seront plus ou moins rentrées dans les cellules déjà. Donc ça permet justement une approche un petit peu plus sécurisée de ce point de vue-là. Donc prenons le cas des CAR-T-cells. Donc je disais que c'est une révolution dans le domaine de la cancer, enfin du cancer. On peut détailler un petit peu comment ça se passe, comment ça marche? Oui, alors les CAR-T-cells, effectivement, CAR, ça veut dire chimérique antigène récepteur. C'est donc une immunothérapie qui a été essentiellement développée pour le moment dans le cancer et dans certains types de cancers, mais qui pourrait avoir d'ailleurs d'autres applications dans d'autres maladies. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on sait depuis peut-être 30-40 ans que quand on a un cancer, en fait, le système immunitaire répond. Clairement, on a retrouvé des lymphocytes à l'intérieur des cellules tumorales. Des lymphocytes qui sont des cellules du système immunitaire. C'est-à-dire des cellules de la personne, mais effectivement, ils sont débordés, ils n'arrivent pas à rejeter les cellules tumorales qui prennent le dessus, et c'est pour ça qu'il y a un cancer. Alors, pendant de nombreuses années, les gens avaient essayé de faire proliférer ces cellules, de récupérer les lymphocytes tumoraux pour les expandre au laboratoire, en faire des grosses quantités et les réinjecter aux patients, mais avec des résultats très médiocres. Et quelqu'un ensuite a eu l'idée, effectivement, de les armer en leur mettant un gène qui leur donne ce fameux CAR, c'est-à-dire un récepteur qui va les amener directement sur les cellules tumorales et qui, en même temps, quand elle va reconnaître la cellule tumorale, la cellule s'active de par les propriétés de ce récepteur. Donc, en fait, le principe des CAR-T-cells, finalement, il est assez simple. C'est de prendre, en fait, chez la personne atteinte du cancer, prendre ses cellules immunitaires, isoler les lymphocytes T, modifier ces lymphocytes T génétiquement en leur mettant un CAR, et ensuite réinjecter ces CAR-T, après un peu d'expansion au laboratoire, les remettre chez le patient. Et là, les cellules vont directement aux tumeurs et les éliminent. C'est ça. Donc, mais, bon. Sur le CAR-T, c'est une espèce de tête chercheuse, c'est-à-dire qu'il va aller se fixer voilà. sur les cellules tumorales. Un tueur. C'est un tueur, ouais. Un tueur. Alors, ça paraît très simple comme ça. Ça a mis des années et des années à se développer correctement parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire le bon CAR. Et voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, incidemment, à peu près un tiers des médicaments de thérapie génique qui sont autorisés à être mis sur le marché, il y en a à peu près une trentaine, un tiers sont des CAR-T-cells. Donc, ça a eu un succès phénoménal, mais ça ne s'adresse au jour d'aujourd'hui que pour ce qu'on appelle les hémopathies B, c'est-à-dire les leucémies lymphoïdes B, les lymphomes B, les myélomes multiples. C'est des cibles assez faciles à traiter avec des CAR-T-cells et qui marchent très très bien. C'est absolument même spectaculaire dans beaucoup de cas. Est-ce que ça marche pour pour une pathologie particulière traitée par CAR-T-cell? Est-ce que ça marche pour toute la population? Tous les gens, non. Alors aujourd'hui, déjà, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour le dire, mais c'est surtout qu'en fait, les CAR-T-cells, quand même, ils sont autorisés à être mis sur le marché. Il y a beaucoup de patients. Il y a 35 000 patients aux États-Unis qui ont été traités par des CAR-T-cells. On n'est pas sur de la science-fiction. Je pense qu'en France, le réseau le registre des CAR-T qui inventorie tous les patients traités CAR-T en France, ils sont à 5 000 patients. Donc c'est beaucoup.
Mais en même temps, ça reste encore un peu une stratégie qui ne se donne pas en premier abord. On attend d'abord d'avoir les thérapies classiques avec des anticorps monoclonaux, de la chimiothérapie, etc. Et quand ça ne marche pas, en général, en dernière ligne, on vient avec des carticelles. Donc, on a des patients qui sont souvent quand même très fortement malades ou avec des effets secondaires autres. Et donc, on ne peut pas forcément s'attendre à ce qu'il y ait en fait une efficacité thérapeutique à 100%. Alors, elle est élevée, mais effectivement, elle n'est pas 100%. Il y a des gens qui rechutent. Et je dirais que quand même, pour finir aussi, il ne faut pas oublier que, enfin, deux choses. Premièrement, c'est des produits autologues, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les propres cellules du patient qu'on modifie. Si le patient, on n'arrive pas à recueillir assez de cellules, si le produit est pas, il n'a pas beaucoup proliféré, on aura peut-être un CAR-T qui n'est pas de la même qualité que le patient d'à côté qui a justement des bonnes cellules, etc. Donc, c'est compliqué quand même sur ces produits de thérapie génique autologues de faire des comparaisons. Et deuxièmement, il faut quand même savoir qu'il a fallu quand même trouver aussi une façon d'administrer ces CAR-T. Il faut donner un petit peu de chimiothérapie pour que ces CAR-T puissent rentrer et proliférer. Ça reste encore assez artisanal. Hein. Et donc, on est aujourd'hui, par exemple, mon laboratoire est dans un réseau européen où on essaie de réfléchir à comment standardiser les CAR-T avec tout un ensemble de gens dans l'industrie pharmaceutique ou dans les labos académiques. Ce n'est pas évident, en fait. C'est même une logistique assez compliquée parce qu'il faut prélever, modifier au laboratoire. Le laboratoire n'est pas forcément à côté de l'hôpital. Après, il faut les ramener, les injecter. Comment ça se passe aujourd'hui ? Effectivement, les CAR-T-cells, en fait, quand les premiers résultats cliniques sont sortis dans les débuts des années 2010, ça a été une explosion en thérapie génique et les big pharma se sont même mis dans la thérapie génique à cause des CAR-T-cells. Mais le modèle économique et logistique, il est pas très facile à trouver parce que il faut effectivement avoir, c'est quand même un médicament qu'on fabrique, hein, c'est un médicament de thérapie génique qui impose quand même une production dans des bonnes pratiques de fabrication. Et là, les big pharma qui commercialisent ces produits, en fait, utilisent un modèle décentralisé, c'est-à-dire qu'ils vont récolter les cellules des patients, les envoyer dans une usine qui fabrique les CAR-T-cells, qui peut être située dans un autre pays ou assez loin. Bon, ils essaient quand même d'être assez régional, ça part par avion ou par train, etc. Et ça revient effectivement dès que possible vers le patient pour qu'il soit traité. Donc ce décalage logistique effectivement est un peu inquiétant, notamment pour les cliniciens ou même pour les patients, parce que des fois les patients en fait ils n'ont pas tout ce temps à attendre. Hein. Et pardon, juste pour finir, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce modèle-là, c'est un des modèles pour les CAR-T, mais il y a aussi un modèle qui essaye de s'imposer, qui est plus le modèle qu'on appelle point of care, c'est-à-dire un truc qui serait fabriqué au lit du patient, à l'hôpital, mais qui peine à trouver un modèle commercial, puisque forcément, qui pourrait le faire au lit du patient? Et aussi, on essaye de travailler, les gens essayent de faire des cultures et des procédés de fabrication des CAR-T qui soient très très courts pour pouvoir, voilà. Et dernier point, on parle de produits autologues là, donc qui pose ce problème effectivement de fabriquer assez de cellules. Il y a aussi toute une gamme de travail sur les CAR-T pour faire des CAR-T allogéniques, c'est-à-dire fabriqués à partir d'une autre personne. Voilà. Donc on prendrait, mettons une personne en bonne santé, on prendrait ses cellules et on fabriquerait un gros batch de CAR-T qui serait off the shelf, prêt à l'emploi et qu'on pourrait administrer aux personnes. Avec le problème que quand on vous administre des cellules d'une autre personne, vous les rejetez. Sauf que là, on a des patients qui ont eu beaucoup de chimiothérapie. Maintenant, voilà, l'idée, c'est avec ces cellules allogéniques de faire ce qu'on appelle un pont à la transplantation. C'est-à-dire que quand on a des gens qui sont effectivement avec une charge tumorale énorme qui est résistante à tout traitement, et qu'il n'y a rien d'autre à faire, effectivement, dépléter ces cellules tumorales avec des CAR-T allogéniques en attendant de pouvoir leur faire une greffe de moelle, effectivement, est une solution Justement, qui s'impose. On sait que sur les CAR-T, on peut aussi avoir quelques difficultés. C'est l'occasion aussi de parler des problèmes qu'on peut avoir avec les thérapies géniques. Les CAR-T, ça peut provoquer des réactions immunitaires, enfin un emballement du système immunitaire. Ouais. Donc, quelles sont les grandes menaces, entre guillemets, enfin les grands défis plutôt de la thérapie génique sur ces aspects-là, quoi. Oui, la thérapie génique, de toute façon, effectivement, même si c'est nouveau, ça reste encore très largement expérimental et on ne connaît quand même pas encore complètement bien la sécurité de ces produits sur du long terme. Donc les différents types de problèmes qu'on peut avoir, c'est effectivement, comme vous le disiez, l'administration de produits qui peut causer justement ces orages cytokiniques qu'on a vu aussi d'ailleurs dans le Covid. Hein, c'était quelque chose. C'est un emballement du système immunitaire. Un emballement, voilà, inflammatoire, incontrôlable. C'est dans ce cas-là parce qu'en fait, les cellules vont tellement tuer les cellules tumorales qu'il y a un relargage en fait de composés inflammatoires
vecteur qui peut être vraiment très, très dangereux. Il y a le problème de la réaction immunitaire contre les produits de thérapie génique qui est effectivement problématique pour le patient, mais pas forcément très dangereux pour lui, si ce n'est que le patient maintenant, il ne peut plus être traité par thérapie génique et qu'il aurait potentiellement aussi pu perdre tout bénéfice de la thérapie génique puisque le corps a éliminé tous les vecteurs. Le corps reconnaît, le système immunitaire reconnaît Absolument. le traitement et l'élimine. Et l'élimine, voilà. Donc ça, on a une perte thérapeutique, ça peut arriver. Et puis, on a aussi le problème, donc on n'a pas parlé effectivement des différents types de vecteurs. Quand je vous parle des vecteurs qui vont in vivo, pour éviter d'ailleurs justement que ces vecteurs puissent causer en fait ce problème, qui est un autre problème, qui est celui de la transmission germinale. Vous savez qu'aujourd'hui, on veut faire de la thérapie génique, mais pour traiter juste l'individu et les tissus qui sont atteints. On ne veut surtout pas, évidemment, pouvoir faire de la modification de la descendance de cette personne-là qui transmettrait si jamais, effectivement, les vecteurs allaient dans les cellules germinales et qu'il pouvait y avoir une transmission verticale. Donc, on prend... germinales donc, qui sont transmises pendant la descendance. Aux enfants. Donc, du coup, effectivement, on utilise pour ces approches in vivo des vecteurs qui ne s'intègrent pas, a priori, ou très rarement dans le génome. Donc, il faut évidemment contrôler ça parce qu'on ne veut pas que ça se passe non plus de façon aléatoire. Par contre, puisque ça ne s'intègre pas, on ne peut pas utiliser ce type de vecteur, donc par exemple les vecteurs AAV, pour traiter des cellules qui se divisent. Parce que si vous prenez une cellule qui va se diviser et que vous lui amenez en fait un gène qui ne s'intègre pas dans son génome, quand elle va diviser, elle va diviser effectivement et elle va très rapidement perdre le cargo thérapeutique et ça n'aura plus d'effet. Donc quand on traite par exemple des cellules comme des cellules immunitaires ou des cellules souches sanguines qui, elles, au contraire, prolifèrent énormément, puisque vous savez qu'on génère des milliards de cellules sanguines à partir d'une cellule souche tous les jours. Donc quand on veut corriger une cellule souche sanguine, il faut absolument par contre intégrer le traitement dans la chromatine. Et là, on a des vecteurs intégratifs. Donc ça peut poser un risque de mutagénèse insertionnelle, c'est-à-dire où on va intégrer... C'est un petit peu compliqué, mais en fait... on intègre le gène à un endroit où on ne veut pas. Voilà. Dans le génome, peut-être, on peut activer un gène de cancer ou on inactive un gène anti-cancer. Et ça peut effectivement poser problème. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps, mais j'aimerais qu'on parle du coût en fait, des traitements. On parle souvent des thérapies géniques comme des thérapies très coûteuses, mais il y a aussi peut-être une balance économique à évaluer sur la vie du patient et les traitements qu'il devrait recevoir aussi, qui ont aussi un coût. Tout à fait. Effectivement, la thérapie génique un peu défraye la chronique quand on voit arriver des nouveaux médicaments, comme par exemple, on a eu le Limbaldi qui était, des médicaments qui étaient valorisés à 2 millions d'euros, 2,5 millions. C'est-à-dire l'injection. Le traitement. Le traitement. L'Emgenix qui était proposé au départ avec 3,5 millions. Enfin bon, voilà. Donc on se dit c'est impossible. Voilà, c'est très cher, c'est trop cher. Donc pourquoi? Effectivement, je pense qu'il faut expliquer quand même. Premièrement que d'abord, dans la plupart des cas, on parle de maladies rares, voire ultra rares, avec très très peu de patients. Donc, il faut quand même relativiser le coût global en fait du traitement, puisque en fait aussi on espère que ça soit un traitement en une seule fois, ce qui reste quand même à démontrer. On a aussi à prendre en considération le fait que tout est nouveau dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas de standardisation. À chaque fois, on fait un produit nouveau, pratiquement patient par patient. Ce que vous disiez, c'est de l'artisanat. C'est vraiment de l'artisanat, ce qui veut dire qu'en fait les gens toute la filière économique, industrielle, etc., n'est pas encore installée. Et donc, forcément, les prix sont élevés par rapport à ça. Et ensuite, je pense qu'il faut aussi prendre en considération, et ça, c'est très important dans le cas de l'évaluation économique de ces produits, c'est quel avantage ils vont pouvoir apporter sur le long terme aux patients qui, par ailleurs, s'ils suivent un traitement standard, pourraient avoir besoin, par exemple, d'injection d'une protéine recombinante plusieurs fois par an et toute sa vie, multipliée par 100 000 euros à chaque fois. Qui a un coût, qui a un coût important. Extrêmement élevé. Donc voilà, toutes ces études économiques, économie de la santé sont passionnantes parce que elles sont encore assez nouvelles et en fait elles permettent de mettre en lumière quel pourrait être le bénéfice économique du traitement par thérapie génique par rapport le grand objectif souvent de la thérapie génique, c'est de faire un seul traitement qui dure pour la vie, du moins c'est ce qu'on espère, et remplacer du coup des traitements qui eux se font sur toute la vie, qui sont aussi assez chers. Donc, si on fait la somme du traitement sur toute une vie versus le coût d'un médicament sur une injection, effectivement, on peut trouver que c'est cher, mais économiquement, ça peut être rentable. Puis après, il faut aussi, par exemple, dans le cas de maladies extrêmement rares, je pense le cas de la myotrophie spinale, où on a des enfants qui sont en fait à la naissance déjà atteints. Le Zolgensma. Et le Zolgensma, par exemple, qui est une thérapie génique, une des 3 thérapies qui est proposée pour cette maladie, mais c'est la thérapie génique qui s'administre très très tôt, justement avant que les symptômes apparaissent et pour éviter
traiter justement que les symptômes apparaissent, il faudrait prendre en compte, par exemple, le coût que coûterait un enfant handicapé, non seulement pour lui, sur sa prise en charge, mais aussi sur la famille. Donc on arrive finalement à avoir quand même le bénéfice Enfin, en tout cas, on peut calculer un bénéfice. Je ne dis pas que c'est toujours favorable, mais en tout cas, il faut prendre tout ça en considération avant de dire que c'est trop cher, je crois. C'est un traitement qu'on fait avant que les symptômes apparaissent et l'enfant est guéri pour la vie, quoi. Enfin, c'est l'idée, quoi. C'est l'idée, effectivement. Alors après, est-ce que ça se démontre ou pas? Justement, ça fait partie des problèmes aujourd'hui pour justement évaluer correctement le coût de la thérapie génique ou son remboursement. C'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Alors moi, je trouve que c'est passionnant quelque part pour ceux qui seraient intéressés par les études socio-économiques parce qu'il y a un terrain de travail qui est extraordinaire. Hein. Je crois que c'est le moment des questions, si je dis pas de bêtises. Absolument, mais déjà, on va vous applaudir. Bon. Merci. Merci. C'était très intéressant. On vous éclaire, cher public. Levez la main. Voilà, pour la première question, ce sera monsieur. On vous écoute. Est-ce que vous pouvez juste vous lever, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. Je voulais juste savoir si cette thérapie pourrait être appliquée à la SLA. D'une façon générale, oui, il y a des travaux qui se font sur... Déjà. Oui, D'accord. par exemple en Angleterre, il y a un On va groupe préciser qui ce que c'est travaille. que la La SLA, peut-être La C'est latérale. myotrophie Latérale, sclérotique. amyotrophique. Ouais, Ouais, c'est la oui, c'est sclérose. ça, C'est amyotrophique. la maladie de Charcot. Oui, c'est ça. Alors, il y a des travaux qui se font. Après, il n'y a pas de médicaments autorisés encore pour le moment, mais D'accord, il y a mais des essais c'est en cliniques cours. qui se font avec des vecteurs adéno associés, oui. Et il y a un groupe en Angleterre qui est assez actif dans le domaine, oui. D'accord, merci. Une autre question. Monsieur derrière. Quand j'avais 7 ans, le mot cancer était quasiment tabou. Personne ne voulait dire cancer parce que c'était un arrêt de mort. Mon père est mort de son 2e cancer. Il en a eu un, il a survécu après une opération, mort d'un 2e cancer. Alors, vous êtes spécialiste. Quand est-ce qu'on ne mourra plus du cancer, malgré toutes ces difficultés et ces coûts? 2030, 2050, 2100? Peut-être Je une pense- date un peu plus précise encore, non? Voilà. Si j'avais une boule de cristal. Non, mais je pense que c'est illusoire de dire qu'on n'aurait jamais de cancer. Par contre, ce qu'on peut faire, effectivement, c'est rendre le cancer en maladie chronique ou pouvoir le traiter à chaque fois. Donc, la thérapie génique apporte certaines solutions, pas toutes, clairement. Je vous ai parlé justement des cancers, des hémopathies B, qui sont, voilà, en partie, qui peuvent être traités de cette façon-là. Qu'est-ce qu'on fait avec les tumeurs solides, avec les cancers du sein, avec les poumons? La thérapie génique aujourd'hui ne permet pas d'avoir une réponse très claire. C'est difficile. Les CAR-T vont pas fonctionner très bien sur les tumeurs solides. Alors on essaye de trouver une solution alternative qui est d'utiliser d'autres types de cellules T ou des macrophages. Donc cette thérapie, voilà, ça complète en fait l'arsenal thérapeutique. Mais comme vous le savez, il y a aussi des progrès phénoménaux avec des anticorps monoclonaux, avec des molécules qui vont moduler justement la réponse immune. Donc en fait, aujourd'hui, les cliniciens ont beaucoup de protocoles de plus en plus complexes et fins et c'est plus systématiquement de la chimiothérapie, de la chirurgie. Oui. Il y a des choses beaucoup plus subtiles qui peuvent s'utiliser et qui permettent de mieux maîtriser le cancer. De plus en plus individualisé aussi, Et souvent. individualiser, oui. Une autre question, madame. On vous passe le micro. Merci. Quelles sont les avancées dans le secteur sur les technologies ARN? Ah oui. Alors vous parlez certainement donc les technologies ARN en fait ont eu un gros boom, en particulier avec les vaccins Covid, forcément, et la délivrance de ces ARN dans des particules nanolipidiques, justement, qui permettent de faire des vaccins. Ça a totalement dynamisé le secteur, effectivement, notamment aussi pour essayer de faire de la thérapie génique, en sachant quand même que l'ARN ne permet pas d'avoir un effet sur le très long terme. Par contre, on peut utiliser beaucoup d'ARN comme des petits ARN guides pour faire de l'édition du génome avec des CRISPR. On peut utiliser de l'ARN messager pour donner des fonctions particulières aux cellules. Donc il y a beaucoup de recherches actives autour de ça. Et en parallèle, à cause du transport de l'ARN où il est nécessaire d'utiliser ces particules lipidiques, du coup, effectivement, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour remplacer les vecteurs viraux par ces particules synthétiques. Parce qu'après tout, un virus, c'est juste une petite coque qui contient des acides nucléiques, voire même de l'ARN d'ailleurs. Et est-ce qu'on ne pourrait pas les refaire à la façon d'une particule nanolipidique? Donc il y a énormément de travaux actuellement dans le domaine, oui. En tout cas, c'est fascinant. Merci encore, Anne Gali. On l'applaudit à nouveau.
On se retrouve dans quelques minutes pour explorer un questionnement qui taraude depuis fort longtemps la science et la philosophie. Tout est inné ou tout est acquis? À tout de suite.